Bonjour à tous, nous commençons une vidéo en français, ce qui est tout à fait inhabituel à l'occasion de ce nouveau confinement. Nous étions en plein dans un chapitre sur l'évolution politique de la France de 1848 à 1914. Nous avions déjà abordé les deux premières étapes et nous étions en train d'avancer dans la troisième qui montrait comment la République, après avoir réussi à s'implanter et s'enraciner, parvenait à surmonter de nombreuses crises. Et nous étions dans une période qui va de 1887 à 1914. Nous avons commencé par constater que la République a été déjà atteinte par un certain nombre de scandales de corruption, qu'il s'agisse par exemple de l'affaire Wilson ou qu'il s'agisse de l'affaire de Panama. Elle a tenu bon. Nous avons vu comment également elle était confrontée à des tentatives de déstabilisation venant d'abord de l'extrême droite avec l'affaire Boulanger. Il y a tout de même eu un projet de coup d'État. Et de la même façon, dans les années 90, vous avez une vague d'attentats anarchistes qui là aussi sont destinés à secouer la société et, si possible, la mettre à bas. Là aussi, la République a su faire face. Et nous en arrivions à une troisième épreuve tout à fait particulière, l'affaire Dreyfus. Une épreuve tout à fait particulière parce qu'elle va littéralement couper la France en deux, elle va avoir des répercussions politiques, et elle est étrange parce qu'il s'agit a priori plutôt d'un fait divers, et un fait divers qui va devenir une affaire politique majeure, ce qui d'ailleurs a toujours beaucoup surpris les autres pays européens. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons pu voir euh, la dernière fois que nous nous sommes vus un extrait de film qui montrait la dégradation du capitaine Dreyfus. Nous envoyons ici une gravure qui reconstitue le temps fort, c'est-à-dire le moment où on est en train d'arracher aux condamnés tous les symboles qui le rattachent à l'armée, donc son numéro de régiment, ses symboles de grade. On brise son sabre d'officier, donc c'est une cérémonie publique extrêmement humiliante, durant laquelle le condamné n'a cessé de clamer son innocence. Si je ne peux pas vous remontrer la vidéo pour des raisons tout simplement de droit de diffusion, je peux en revanche vous montrer une photographie qui a été prise à l'occasion de cette cérémonie, qui vous montre à droite, à cheval en avant, le général qui préside à la cérémonie, et à gauche, vous avez un homme isolé, immobile, c'est pour ça qu'il est particulièrement net, c'est le capitaine Dreyfus, et face à lui, une espèce de silhouette d'ombre, c'est en fait un garde républicain qui est en mouvement, puisqu'il est en train en fait de briser le sabre d'Alfred Dreyfus. Donc cette cérémonie est en quelque sorte l'aboutissement d'une affaire d'espionnage que nous allons examiner tout de suite, dont nous allons parler tout de suite. Voici le petit journal qui se fait là aussi l'écho de cette cérémonie et qui indique bien voilà, le traître, la dégradation d'Alfred Dreyfus, donc une affaire d'espionnage, une affaire de trahison. Que s'est-il passé? Nous allons, je le précise tout de suite, avant de rentrer dans l'affaire elle-même, nous allons aborder l'affaire Dreyfus en trois temps. Nous allons parler d'abord de l'affaire avant l'affaire, c'est-à-dire que s'est-il passé, quelle est la condamnation. Une partie une partie de l'affaire qui tout simplement est passée assez inaperçue. Vous avez l'affaire Dreyfus à proprement parler qui éclate en 1898, donc nous allons voir pourquoi et nous allons voir les conséquences que cette affaire a pu avoir, et nous évoquerons enfin l'affaire après l'affaire, c'est-à-dire tout simplement et rapidement ce qu'est devenu Alfred Dreyfus après le dénouement de cette affaire qui, encore une fois, a marqué le monde politique français. Je précise également que je suis amené à vous expliquer un peu en détail l'affaire Dreyfus, parce que sans cela, elle est difficile à comprendre, elle n'est pas très intéressante. En revanche, il faut bien comprendre que dans une composition, vous ne pouvez absolument pas dépasser un paragraphe sur cette affaire. Vous pourriez avoir un sujet qui évoque toute la Troisième République, vous pouvez très bien avoir un sujet plus large encore, et dans un cas comme ça, vous ne sauriez passer une page de composition sur l'affaire Dreyfus. Donc ça, il faut bien le comprendre, il y a quelques traits principaux qui vont être à retenir de tout cela. Commençons donc avec l'affaire avant l'affaire.
Comme je le disais, c'est une affaire d'espionnage au ministère de la Guerre. Et nous sommes en 1894, il règne à l'époque à Paris une atmosphère d'espionnite aiguë. On a une guerre de services secrets, on a très très peur des espions. Je vous rappelle que nous sommes dans un contexte de grande tension avec l'Allemagne, que la France souhaite préparer la revanche, s'attend à une guerre possible avec son puissant voisin d'outre-Rhin, et il se trouve que le service de contre-espionnage français a réussi à implanter dans l'ambassade d'Allemagne en France un espion, en fait une femme de ménage qui ramasse tous les papiers qui ont été jetés à la poubelle. Et il faut bien dire que les officiers et fonctionnaires de l'ambassade d'Allemagne ne sont pas toujours très vigilants ou prudents, car ils ne détruisent pas suffisamment ces documents. Ils se contentent souvent de déchirer des documents qui peuvent être très intéressants. Et en effet, en septembre 1994, un document justement très intéressant est trouvé dans la corbeille à papier. Ce document, vous l'avez sous les yeux. Il se trouve donc, la photographie se trouve à gauche et le texte se trouve à droite. Et ce texte, on le surnomme le bordereau. C'est en fait une liste adressée par apparemment un espion français au ministère de la Guerre, qui transmet à représentant, qui transmet à l'attaché militaire allemand à Paris un certain nombre de documents. Et ça prouve qu'il y a une taupe au ministère de la Guerre français. On voit qu'il s'agit de quelqu'un qui est artilleur, et on voit que c'est quelqu'un qui a affaire à différents services, et ça ne peut donc être qu'un stagiaire, un officier stagiaire à l'état-major. Une fois qu'on a compris ça, on va tout de suite comparer l'écriture des stagiaires récents avec le bordereau, et on pense trouver le responsable, on pense trouver le coupable. Il s'agirait du capitaine Alfred Dreyfus, donc officier stagiaire à l'état-major. Pour en être sûr, on va procéder à une dictée. Alfred Dreyfus est convoqué sur un prétexte au ministère, on lui demande d'écrire sous la dictée le texte du bordereau. Alors il s'agit de s'assurer que son écriture est effectivement la même, mais surtout on veut voir sa réaction. On veut voir sa réaction et on pense qu'il va se trahir, il va forcément se trahir, qu'il va s'affoler, et donc à ce moment-là, eh bien, il est question de lui offrir, de lui laisser un pistolet pour qu'il puisse se suicider et que l'affaire se déroule proprement. Le problème, c'est que l'officier en question ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, ne veut évidemment absolument pas se suicider. On va donc l'arrêter et on va le passer en conseil de guerre. Donc il passe devant un tribunal militaire, donc en décembre 1894, où il va être condamné. Donc l'affaire paraît entendue. Voilà, il a eu accès aux documents, transmis. Son écriture semble correspondre. Pour l'opinion, pour les juges et pour l'opinion, l'affaire semble entendue. Il est coupable. La gravure que vous voyez à droite de l'image montre justement la justice. On la reconnaît à sa balance, qui est en train d'arracher son costume sa veste d'officier à Alfred Dreyfus, qui est en train d'être précipité dans un gouffre, dans les enfers probablement. Donc il perd sa veste d'officier, on vient de le dégrader, et on voit également qu'on tend au-dessus de lui l'inscription Judas, donc c'est le traître. C'est pour ça qu'il tient également un sac d'or à la main, donc on a cette image du Judas de la Bible qui trahit Jésus. Et ça n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs si on a cette référence à Judas et à la Bible. Il se trouve que le capitaine Dreyfus est accusé d'avoir trahi son pays, et il se trouve également qu'il est israélite. Il est juif, et à l'époque, eh bien, en France, depuis plusieurs années, un mouvement d'antisémitisme, d'hostilité aux juifs s'est réveillé, et il faut bien dire qu'Alfred Dreyfus va en être victime. On a vu d'autant plus facilement en lui un coupable, qu'étant juif, on s'est dit, ah bah c'est forcément, voilà, c'est Judas, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment français, donc ça doit être lui. Que lui arrive-t-il? Eh bien, il n'est pas condamné à mort, il est condamné à perpétuité.
il est envoyé sur l'île du Diable, en Guyane. Voilà l'île du Diable, vous la voyez ici. Si on zoome, on a l'aspect du bâtiment dans lequel il a été enfermé pendant plusieurs années. Cette île, évidemment, existe toujours, elle ne se visite pas, en revanche, elle est interdite au public. Et elle est beaucoup moins paradisiaque à l'époque. Quand on la voit sur ces photos, on a l'impression que c'est un espèce de paradis exotique. En réalité, à l'époque, donc il n'y a pas tous ces arbres, semble-t-il. Vous avez simplement donc le cabanon entouré de palissades dans lequel Dreyfus est enfermé. Il est au secret, il a le droit de voir et de parler à personne. Il peut recevoir du courrier, mais comme on a peur d'un code entre sa femme et lui, eh bien, les lettres sont recopiées. Donc vous voyez qu'on va très très loin dans la paranoïa. Et le bâtiment qu'on voit au fond, c'est tout simplement le bâtiment dans lequel vivent et ou surveillent ses gardiens, qui n'ont d'ailleurs pas le droit de lui parler. Donc c'est un enfermement qui est extrêmement pénible, avec un isolement total. Je ne parlerai même pas de la chaleur et de l'humidité de la Guyane. Donc pour Dreyfus, c'est un véritable enfer, d'autant plus qu'il continue à clamer son innocence. Alors évidemment, la question qu'on peut tout de suite se poser, est-il vraiment coupable? Eh bien, signalons d'abord que sa famille n'y croit pas une seconde. Son frère aîné Mathieu Dreyfus, sa femme Lucie en particulier, sont absolument persuadés qu'il ne peut en aucun cas être coupable. Et il faut bien reconnaître que quand on examine un peu la situation d'Alfred Dreyfus, on ne trouve pas de mobile. Normalement, quand on trahit son pays, le mobile, ça peut être l'argent. Ça peut être aussi les opinions, une opinion politique, ça peut être une hostilité contre son pays. Enfin, il faut quand même avoir une raison pour trahir. Il se trouve qu'Alfred Dreyfus n'a pas besoin d'argent. C'est quelqu'un qui est riche. En fait, il n'a même pas besoin de sa solde d'officier pour vivre. Et il n'a pas de dette. Il n'a pas de dette, il ne joue pas, il n'entretient pas de maîtresse. Enfin bref, il n'a absolument pas besoin d'argent. Ça n'est pas non plus justement, on ne le fait pas chanter, puisqu'encore une fois, il a une vie très rangée, qu'il n'a pas, il n'a pas de maîtresse, il est marié, il a des enfants. Bref, on n'a pas de moyens pour faire pression sur lui. Et au niveau de ses opinions, eh bien, il suffit de savoir qu'Alfred Dreyfus est alsacien, qu'en tant qu'Alsacien, il a décidé de quitter sa région d'origine pour rester français. Je vous rappelle que l'Alsace est devenue allemande. Et donc, il est parti pour rester français, et il se sent tellement français et tellement patriote qu'il a fait le choix d'entrer dans l'armée comme officier. Donc c'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas au profil du coupable de trahison. Il n'a absolument pas de mobile qui correspond. Bon, le problème évidemment, c'est que pour certains, il apparaît comme le coupable idéal. Il parle allemand, étant alsacien. Il a un certain accent en français, un accent alsacien qui là aussi le rend suspect. Et comme nous l'avons déjà dit, dans la mesure où il est juif, on le regarde tout de suite avec suspicion. La famille donc mène son enquête, son frère en particulier mène son enquête, et finit par se rendre compte qu'un dossier secret a été utilisé pour condamner son frère lors du procès, un dossier secret qui a été caché à la défense. Et ça, c'est contre tous les principes de la justice, qu'elle soit civile ou militaire, et si c'était vrai, si ça devait être prouvé, ça suffirait à faire casser, pour vice de forme, le procès. Donc, curieuse affaire. Un autre personnage va s'intéresser de près à cette affaire, il s'agit du lieutenant-colonel Georges Picquart. Le lieutenant-colonel Georges Picquart est nommé à la tête de ce qu'on appelle le service des statistiques, c'est-à-dire le service de contre-espionnage français, et il découvre, en s'intéressant aux papiers que la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne fournit, il découvre un document qui est un télégramme qui n'a pas été envoyé, mais qui a été rédigé, l'adresse a été mise, le nom du destinataire a été mis, et ce document semble indiquer qu'un officier français a des relations régulières avec l'ambassade d'Allemagne.
Et d'ailleurs, cet officier, quand on compare le bordereau et l'écriture, son écriture, l'écriture de cet officier, on s'aperçoit, voici une page de l'avenir de Rennes qui justement met en face à face le facsimilé et le facsimilé du bordereau et le facsimilé d'une lettre de cet officier, eh bien on voit que c'est la même écriture. Donc en fait, le lieutenant-colonel Georges Picquart se rend compte qu'il y a un officier qui apparemment transmet des renseignements aux Allemands. Cet officier s'appelle le capitaine Esterhazy. Le voici, capitaine Ferdinand Esterhazy. Et cet officier, alors lui, pour le coup, a tout à fait le profil du traître. D'abord, il a des dettes. Il a déjà tenu des propos anti-français en public. Et son écriture, comme nous l'avons déjà dit, est la même que celle du bordereau. Picquart se rend donc compte qu'a priori, on n'a pas trouvé, on n'a pas condamné la bonne personne. Et il va informer évidemment son ministre de tutelle. Alors vous vous dites, bon bah ça y est, l'affaire va se régler, on va se rendre compte qu'on s'est trompé de personne, on va libérer l'innocent, condamner le coupable et tout va être réglé. Bah, c'est pas exactement ce qui va se passer puisque le ministère de la Guerre, loin de féliciter le colonel Picquart, va le muter en Tunisie en octobre 1996. Je m'empresse de vous dire que ce n'est pas exactement une promotion. Et pour parachever le tout, le capitaine Ferdinand Esterhazy demande lui-même d'être jugé en conseil de guerre pour laver son honneur. Et que fait le conseil de guerre? Eh bien, le conseil de guerre l'acquitte en janvier 1898 à l'unanimité. Voici le moment où va commencer véritablement l'affaire Dreyfus, puisque le colonel Picquart, qui ne peut pas parler, va néanmoins faire fuiter des informations. De son côté, le frère d'Alfred Dreyfus également cherche à convaincre des personnes importantes, des journalistes, des hommes politiques, de l'innocence de son frère. Et cette affaire arrive aux oreilles d'un homme que vous connaissez, un grand écrivain qui n'est autre qu'Émile Zola. Et Émile Zola, informé du verdict du procès d'Esterhazy, donc qui est acquitté, qui a eu vent de l'affaire depuis 1897, décide de réagir. Et décide de publier une lettre ouverte au président de la République, qui est intitulée J'accuse. Donc il publie cet article dans le journal L'Aurore du 13 janvier 1898. Et c'est un article donc au président, Félix Faure. Et c'est un article, bah, écoutez, nous allons en écouter un extrait, enfin, on va en lire un extrait avec la voix qui n'est pas celle d'Émile Zola, mais qui est celle d'un acteur qui joue son rôle. Et après, nous allons résumer un petit peu en quoi cette lettre est particulièrement importante, en quoi elle devient emblématique, et en quoi ce terme d'ailleurs de j'accuse est même utilisé encore aujourd'hui par les Américains pour évoquer ce genre de situation-là. Cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion.
celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Alors, c'est une lettre qui est particulièrement intéressante. Vous l'avez vu, il accuse un certain nombre de personnes, et vous l'aurez remarqué, il les accuse nommément. Il accuse nommément un certain nombre de personnes de faits extrêmement graves. Et ça, sans preuve, ça s'appelle de la diffamation. Et des accusations aussi graves portées en public, logiquement, doivent entraîner un procès. Et c'est exactement ce que veut Émile Zola. Il veut qu'il y ait un procès, il veut passer en justice pour, à cette occasion-là, porter l'affaire devant l'opinion publique. Il veut qu'à l'occasion du procès, on puisse montrer tout ce que cette affaire a d'absolument anormal et de scandaleuse. Alors, il n'aura pas pleinement gain de cause parce que, en fait, beaucoup de témoins, beaucoup d'officiers notamment, vont se taire, vont refuser de parler de l'affaire. Les juges eux-mêmes vont refuser de poser certaines questions. Vous avez même une phrase qui va être répétée souvent par le président du tribunal, c'est « la question ne sera pas posée ». Donc le procès se déroule dans des conditions un peu surprenantes, et Émile Zola est effectivement condamné, il est condamné à 1 an de prison, en étant entouré par une haine absolument impressionnante. D'ailleurs, son avocat a dit heureusement qu'il était condamné, parce que si ça n'avait pas été le cas, nous ne serions pas sortis vivants du tribunal. En effet, on va l'accuser très violemment. D'abord, Émile Zola, Zola, donc c'est un nom étranger, c'est un étranger qui salit l'honneur de la France, qui salit l'honneur de l'armée. Voilà le genre de caricature qui est publiée à l'époque, donc la vérité qui sort de son puits, et c'est ici Émile Zola qui sort des toilettes, la cuvette des toilettes. Donc on a vraiment ça provoque en fait une grande violence, les passions se déchaînent littéralement à ce moment-là, et l'affaire est lancée. Là, ça y est, l'affaire commence, et cette affaire divise profondément l'opinion publique française. Elle est divisée en effet entre ceux qui vont soutenir Alfred Dreyfus et ceux qui au contraire soutiennent l'armée et soutiennent qu'il est coupable, les anti-Dreyfusards. Anti-Dreyfusards qui d'ailleurs, précisons-le, sont pendant longtemps et même pratiquement tout le temps plus nombreux. Qui sont-ils? Alors les Dreyfusards, ce sont ceux qui défendent l'innocence d'Alfred Dreyfus. Voilà, pour eux, Dreyfus est innocent, et ils luttent tout simplement pour la justice et la vérité. Donc c'est simple, on a condamné un innocent, on le sait, on le libère et on le réhabilite. Et les choses sont assez simples pour eux, les droits de l'individu doivent l'emporter sur la raison d'État, même s'il y a des choses à cacher, Alfred Dreyfus ne peut pas être sacrifié. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des hommes de gauche politiquement, ce sont des gens qui ont un certain niveau d'études, ce sont des avocats, ce sont des médecins, ce sont ce qu'on va appeler, à partir de l'affaire Dreyfus, des intellectuels, des écrivains, des professeurs d'université, des intellectuels, c'est-à-dire effectivement des gens dont le métier est de penser et d'écrire, et des gens qui vont s'engager dans la vie politique. Donc le terme d'intellectuel apparaît à cette occasion-là pour désigner ces penseurs, ces écrivains, professeurs d'université et autres, qui vont s'engager dans la vie politique en tant que tels. Ils se regroupent, ces Dreyfusards, dans une association qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme, qui est fondée en juin 1898 et qui, pour information, existe encore. Les anti-Dreyfusards, quant à eux, eh bien, défendent tout simplement l'honneur de l'armée. Voilà, ils défendent l'honneur de l'armée, il n'est pas question d'affaiblir l'armée, qui doit être l'armée de la revanche, et ils dénoncent, je cite, le syndicat juif de la trahison. Donc en gros, l'idée c'est qu'on aurait là une sorte de complot contre l'armée,
Et pour les anti-Dreyfusards, même si Dreyfus était innocent, eh bien, ça n'est pas grave. Il ne faut pas le libérer parce que si on le libère, si on reconnaît son innocence, si on reconnaît qu'il y a une erreur, eh bien, ça fragilise l'armée de la revanche. Donc là, on a l'idée que la raison d'État doit l'emporter finalement sur l'innocence d'un individu. Qui sont les anti-Dreyfusards? Ce sont des catholiques conservateurs, des magistrats, des officiers, des antisémites, ça paraît logique. Là, pour le coup, Alfred Dreyfus étant juif, évidemment, les antisémites s'en donnent à cœur joie. Et ces anti-Dreyfusards se regroupent dans une association qu'on appelle la Ligue de la patrie française, fondée en décembre 1898. Donc on a vraiment une opinion profondément partagée, profondément divisée en deux. D'un côté, Dreyfus est innocent, on défend la justice. De l'autre, eh bien, on défend l'armée, on protège l'armée à tout prix, et on dénonce le syndicat juif de la trahison. Comment les choses évoluent-elles? Eh bien, le ministère de la Guerre, en juillet 1898, va produire à l'Assemblée, va produire en fait à la Chambre des députés, les pièces du dossier secret. Et là, on va se rendre compte, en examinant ces pièces, qu'au moins l'une d'entre elles est fausse. La voici. Donc ce document est faux. Alors imaginons que vous êtes policier, imaginons que vous êtes un homme politique important qui a entre les mains ce document. Vous devez prouver que ce document est faux. Alors pour vous faciliter la tâche, je vais ici faire un zoom. Et si vous êtes observateur, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose qui ne laisse aucun doute. C'est un faux. Alors ne cherchez pas ne cherchez pas dans l'écriture, dans le contenu, c'est quelque chose de purement matériel. Et ça ne laisse aucun doute. Je vous laisse réfléchir encore un petit peu, je vous laisse regarder encore un peu. Alors, si vous n'avez pas trouvé, eh bien, regardez la trame du papier. Si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir que la plus grande partie du papier est un papier blanc. En revanche, et un papier uniforme. En revanche, si vous regardez les morceaux qui se trouvent en haut, vous constatez qu'il y a un quadrillage. Comment un même morceau de papier pourrait-il être à la fois uniforme et quadrillé? Donc en fait, c'est qu'il y a eu un trucage, c'est qu'on a assemblé des morceaux différents, on a fabriqué une fausse pièce. Qui est le responsable? Eh bien, le responsable n'est autre que le commandant Henry, qui est le successeur du colonel Picard. C'est le commandant Henry, devenu d'ailleurs après colonel Henry une fois qu'il est arrivé à la tête des services secrets, et le colonel Henry, donc, qui effectivement fabrique cette pièce. Il avoue, il est emprisonné et retrouvé mort. Retrouvé mort le lendemain. Alors pour les uns, il s'est suicidé. Pour les uns, donc c'est un patriote qui se sacrifie pour l'honneur de l'armée après avoir réalisé un faux patriotique. Ça, c'est une expression qu'a utilisée le colonel Henry. Il explique que pour éviter une guerre avec l'Allemagne, il a fallu cacher de vrais documents et les remplacer par un faux qui serait moins dangereux. Voilà, ça c'est la théorie des anti-Dreyfusards. Pour les Dreyfusards, bon, bah, c'est simple, c'est tout simplement la reconnaissance et l'aveu qu'il y a eu une machination de l'armée, qu'il y a eu une irrégularité extrêmement grave, et c'est bien la preuve que tout ça est complètement faux. Toujours est-il que l'opinion s'agite beaucoup, on a effectivement une violence qui est très présente, vous avez des duels qui se produisent, il y a des combats de rue, des attentats qui se multiplient, vous avez des caricatures, vous avez une fameuse caricature du dessinateur Carandache, anti-Dreyfusard d'ailleurs, dans le Figaro, qui représente une famille réunie autour d'une table, alors surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, et la deuxième image de la caricature, eh bien, trop tard, ils en ont parlé. Donc ça reflète bien l'ambiance en France à cette époque-là, et dans le domaine politique, c'est aussi une situation extrêmement complexe que montre ici cette caricature, où vous avez finalement un chef du gouvernement qui essaie de faire avancer
le char de l'État avec des chevaux qui partent dans des directions opposées. Donc situation très complexe. Vous avez même une tentative de coup d'État. Un homme qui s'appelle Paul Déroulède veut tenter un coup d'État le 23 février 1899 en profitant des obsèques du président Félix Faure, qui est mort peu de temps avant. En fait, il veut pousser un général à marcher sur l'Élysée en profitant de la présence de ses troupes dans Paris. L'officier refuse, mais on se rend bien compte que la situation est potentiellement vraiment très dangereuse. Cette opposition entre deux camps, on la retrouve à travers de nombreux documents graphiques. Vous avez par exemple ici le jeu de loi Dreyfusard, qui vous conduit à la vérité toute nue. Vous avez également ici le dessin d'Édouard Couturier qui justement montre tous les généraux qui sont en train d'écrire Dreyfus est coupable, et finalement vous avez la justice qui écrit Dreyfus est innocent et vous êtes 5 menteurs. Face à ça, vous avez les caricatures des anti-Dreyfusards, donc vous avez la dénonciation, évidemment, que vous voyez à gauche, d'Alfred Dreyfus, qui est présenté comme une espèce de monstre, comme une espèce de démon, comme le traître par excellence, répugnant. À droite, vous avez l'idée que finalement, on a donc un personnage qui représente un juif, donc le fameux syndicat juif de la trahison, qui utilise Émile Zola pour détruire la seule chose qui reste de solide en France, l'armée, encouragée en cela évidemment par un officier allemand. Donc on a vraiment cette idée d'une espèce de complot contre l'armée. Et puis c'est aussi l'occasion, donc vous avez cette opposition entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard, c'est aussi l'occasion, comme je vous l'ai dit, d'un réveil d'un antisémitisme violent. Cet antisémitisme, en effet, il s'est réveillé vers 1892, au moment de l'affaire de Panama, avec en particulier un livre qui a été à l'époque un best-seller, qui a été écrit par Édouard Drummond, et qui s'appelle La France juive. Donc la France, à l'époque, donc première édition 1886, on est dans un contexte donc avec cet ouvrage, avec, comme je le disais, l'affaire de Panama, on a un réveil de l'antisémitisme en France, qui est un antisémitisme violent. C'est l'occasion de très brièvement indiquer quel est cet antisémitisme, de quoi il s'agit. En fait, si on regarde bien, vous avez 3 antisémitismes. Il est triple, l'antisémitisme. En effet, on a un phénomène très ancien, à l'origine, qui est ce qu'on pourra plutôt appeler un anti-judaïsme chrétien. C'est-à-dire qu'on a une hostilité des chrétiens envers les juifs qui ont longtemps été les seuls non-chrétiens d'Europe et qui en plus sont considérés comme le peuple déicide, le peuple qui a tué Dieu, puisque Judas a trahi Jésus et puisque les juifs ont exigé du procurateur Ponce Pilate qu'il condamne Jésus. Donc vous avez ce vieux fond qui est présent depuis le Moyen-Âge, et d'ailleurs on retrouve bien dans la couverture du livre d'Édouard Drummond la représentation du personnage comme un croisé, donc on retrouve cette référence, cette allusion à cet anti-judaïsme chrétien. Ça n'est pas le seul. À cet anti-judaïsme chrétien va se superposer une deuxième vague, un nouvel antisémitisme. Cette fois-ci, c'est un antisémitisme anticapitaliste. Un antisémitisme qui est aussi bien de gauche que de droite. C'est le thème du banquier, c'est le thème de l'exploiteur du peuple. Et au nom de cette dénonciation-là, vous avez même carrément, aux élections législatives de 1889 par exemple, vous le voyez ici, un candidat qui se déclare très officiellement candidat antisémite. Voilà, en expliquant que les Juifs sont 50 000 à bénéficier seuls du travail acharné sans espérance de 30 millions de Français devenus leurs esclaves tremblants. Donc vous avez ce thème du Juif riche qui exploite les Français. Alors d'où ça vient? Là aussi ça remonte là aussi à l'époque médiévale. En effet, les familles juives n'avaient pas le droit, la plupart du temps, dans les pays européens, n'avaient généralement pas le droit de cultiver la terre. Ils le vivaient plutôt dans les villes, ils étaient sur des activités de commerce et d'artisanat, et ils vont notamment, pour un certain nombre d'entre eux, se spécialiser dans une activité interdite par l'Église aux chrétiens, à savoir le prêt à intérêt. Donc en fait, ils vont effectivement devenir banquiers. Si vous avez besoin d'emprunter de l'argent
eh bien, ils peuvent vous prêter cet argent contre intérêt, et si vous avez envie de placer votre argent, eh bien, la seule façon de pouvoir faire fructifier votre argent, ça va être de le placer auprès d'une famille de banquiers juifs. Donc, vous avez cette deuxième image d'Épinal, le juif riche et capitaliste. Là aussi, c'est quelque chose qui remonte au Moyen Âge. Et enfin, vous avez la troisième strate qui est en plein épanouissement au XIXe siècle et qui va donner les résultats que nous connaissons au XXe siècle. Il s'agit d'un antisémitisme raciste. Donc là, cette fois-ci, on a l'image du peuple juif qui est un peuple étranger, qui serait un peuple sans patrie, et vous avez le développement du thème du complot international. Donc là, on retrouve un peu la théorie du complot qui est toujours très à la mode aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc cette image finalement d'un peuple qui par définition ne peut pas être attaché à la France, qui n'est pas vraiment son pays, et en fait finalement voilà, on aurait une espèce de communauté internationale qui développe un complot, qui utilise l'argent, enfin bon. Voilà, donc on a une espèce de vision très fantasmée de ce que sont les Israélites, qui donne à l'époque lieu à un déchaînement de violence, notamment verbale, et un déchaînement de verbal, voilà par exemple le journal d'Edouard Audremont, La Libre Parole, la trahison du juif Dreyfus. Bon, vous avez discours encore une fois violent, genre de discours qui aujourd'hui est impensable. Aujourd'hui, ce genre de discours, ce genre de dessin, comme par exemple ici encore La Libre Parole à propos de Judas Dreyfus, français, voilà 8 années que je vous le répète chaque jour, donc avec vraiment l'image encore une fois de Dreyfus, espion au service de l'Allemagne. Ce genre de discours-là, aujourd'hui, ça n'est plus de la liberté d'expression, ça tombe sous le coup de l'incitation à la haine raciale, du discours antisémite. Donc là, aujourd'hui, c'est condamnation, journaux fermés, ça n'est absolument plus pensable. On en connaît les conséquences à travers notamment le génocide mené par les nazis. Et vous avez aussi toujours la libre parole, voilà, cette représentation d'une sorte de complot juif qui essaie justement de venir au secours d'un de leurs membres et qui essaie d'utiliser l'argent pour l'innocenter, alors même qu'il serait coupable. Là, vous allez me dire, oui, mais bon, on a ici la libre parole qui est certainement un journal d'exalté, les journaux raisonnables ne font sûrement pas la même chose. Eh bien, détrompez-vous. Prenons l'exemple d'un journal qui existe toujours, La Croix. Alors certes, il n'a plus aujourd'hui une croix aussi spectaculaire sur sa première page, mais c'est un journal qui existe toujours. Et voilà ce que le 30 août 1890, ce journal répond à un courrier de lecteur. Alors nous allons devoir aller voir à la fin de la bas de la page, vous avez, vous voyez, la troisième colonne, est marqué La Croix et les Juifs. Donc là, on va démarrer ici. On va pas lire forcément tout l'article, mais en gros, vous avez un courrier qui pose des questions sur un courrier de lecteur, donc posant des questions sur la rédaction de la Croix et demandant s'il n'y a pas quand même beaucoup de juifs dans la rédaction. Et là, euh, vous avez notamment une dernière phrase, hein, c'est vraiment la dernière ligne, mais qu'il nous suffise de nous étonner, et là on va continuer l'article à la colonne suivante, mais qu'il nous suffise de nous étonner aujourd'hui que le journal catholique le plus anti-juif de France, celui qui porte le Christ, signe d'horreur aux juifs, soit auprès de nos amis de Saint-Brieuc, le soit soupçonné d'être juif. Eh bien là, vous avez quand même un journal qui est un grand journal avec une diffusion importante, qui n'est pas un journal d'exalté, qui se présente ni plus ni moins comme le journal le plus anti-juif de France. Si on prend un autre numéro de la Croix, donc 21 juillet 1898, vous avez cette fois-ci un article qui est en fait un article qui a été un article de commande, donc c'est une affiche qui est éditée par le comité de Montpellier de la Ligue antisémite, donc qui est publiée par le journal de la Croix. Réponse aux traîtres, le comité de Montpellier, toujours sur la brèche, vient de lancer 2 nouvelles affiches. L'une est intitulée Zola, Jaurès et compagnie, l'autre La patrie en danger. Alors la patrie en danger, la voici. Et là, on vous évoque encore une fois le péril juif. Le juif continue la ruine de la France, pauvre France, seule notre armée restait debout. La patrie en danger, vive l'armée. Enfin bref, vous avez le discours typiquement anti-Dreyfusard et un discours profondément marqué d'antisémitisme. Donc, comme je le disais, une agitation intense qui débouche sur une situation potentiellement très dangereuse, avec même des projets
des projets de coup d'État. Alors on va revenir un petit peu à la situation, on va revenir un petit peu à la situation politique que nous avons laissée. En 1898, des élections législatives ont eu lieu. Quel en est le résultat? Eh bien, vous voyez que cette affaire n'a pas remis profondément en cause les équilibres, puisque vous avez toujours une nette majorité aux républicains modérés et radicaux. On voit que les socialistes à la gauche des radicaux progressent. On voit qu'il y a toujours des monarchistes. On voit qu'il y a des nationalistes et révisionnistes. Révisionnistes donc qui veulent modifier la Constitution. Et on a aussi les ralliés et divers droites. Alors c'est intéressant parce que les ralliés, ce sont les catholiques qui se rallient à la République. Je vous rappelle que le pape Léon XIII leur avait demandé de le faire. Donc, nous avons, on le voit, toujours une majorité clairement républicaine à la Chambre. L'affaire ne change pas, ne change pas fondamentalement les choses. Et en revanche, ce qui va se produire en particulier après le projet de coup d'État, après que le projet de coup d'État soit révélé, c'est que sur la base de cette Chambre des députés, eh bien, un gouvernement de défense républicaine va être constitué, qui va se mettre en place en juin 1899, qui va être en place jusqu'en 1902, ce qui est une grande longue durée pour un gouvernement de la Troisième République. Donc un gouvernement de défense républicaine se met en place. Il est dirigé par l'homme que vous voyez en photo à gauche, qui s'appelle Pierre Valdez-Rousseau. Et c'est un gouvernement qui en fait regroupe beaucoup de gens, qui regroupe, alors c'est ce qu'on voit sur la caricature du journal Le Rire. Vous avez au milieu donc Pierre Valdez-Rousseau qui est en train de marier. À gauche, donc la mariée, qui est un socialiste, qui s'appelle Mitterrand. Et à droite, eh bien, vous avez le marié, qui est un général, le général marquis de Gallifet, qui, pour l'anecdote, a tout de même commandé les opérations de la semaine sanglante. Donc là, on va réunir dans un même gouvernement un socialiste et celui qui a réprimé la semaine sanglante, ce qui est tout de même quelque chose d'assez impressionnant. Ce gouvernement de défense républicaine va évidemment durement réprimer le projet de coup d'État, amendes, prisons, associations dissoutes, en particulier la Ligue des Patriotes. Déroulède va être jugé en haute cour et va être banni. Donc on a une réaction vive. Mais vous allez me dire, que se passe-t-il que se passe-t-il pour Dreyfus avec tout ça? Eh bien, la Cour de cassation, qui est la plus haute instance de la justice en France, est saisie de l'affaire. Et la Cour de cassation eh bien, conduit en fait à un nouveau procès. Donc la Cour de cassation constate qu'effectivement il y a eu des irrégularités, casse le nouveau procès, il y a un nouveau procès en 1899 qui se tient à Rennes. En août-septembre 1899. Dreyfus revient en France à cette occasion, revient de l'île du Diable, il est donc rejugé, et là, vous vous attendez logiquement à ce qu'il soit acquitté, vu on a quand même prouvé en long, large, en travers que le dossier qu'il condamnait était faux, truqué. Enfin... Eh bien non, détrompez-vous, il est déclaré coupable, il est condamné à 10 ans de prison, mais alors attention, il est déclaré coupable avec circonstances atténuantes. Alors avec circonstances atténuantes, ça peut quand même dérouter, parce que comment peut-on être coupable de trahison envers son pays avec des circonstances atténuantes? Qu'est-ce qui fait qu'on est un traître, mais qu'on n'est pas tout à fait responsable? C'est quand même un peu étonnant. Bon, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les circonstances atténuantes, en fait, permettent au président de la République, qui est alors Émile Loubet, d'intervenir, et s'il le souhaite, de gracier Alfred Dreyfus. Donc c'est une façon de sortir de l'impasse. L'armée ne reconnaît pas, la justice militaire ne reconnaît pas ses torts, mais Alfred Dreyfus a la possibilité d'être libéré. Nous en arrivons à l'affaire après l'affaire, car les passions vont, suite à cela, retomber. On va dire que l'affaire est close. Néanmoins, qu'est devenu Alfred Dreyfus? Donc, comme je vous l'ai dit, il est gracié par le président Émile Loubet, gracié donc en 1899. Gracié, ça ne veut pas dire innocent, ça veut dire simplement libéré. Il va continuer son combat pour être réhabilité, et cette réhabilitation va avoir lieu en 1906. En 1906, il va être
réhabilité, donc on va reconnaître son innocence. Il va être réintégré dans l'armée comme commandant, parce qu'on tient quand même compte du temps perdu. Il reçoit même la Légion d'honneur. Vous avouerez que c'est quand même un drôle de changement, c'est un basculement important. Euh, Ça n'empêche pas qu'on le considère, ça n'empêche pas qu'on le considère, que certains dans l'opinion le considèrent toujours comme un traître. Il va par exemple être victime d'un attentat lors du transfert de Zola au Panthéon en 1908. Alfred Dreyfus, donc officier d'artillerie, va être mobilisé en 1914. Il est alors lieutenant-colonel, et là il arrive au bout de sa carrière. Et il meurt en 1935. Il est d'ailleurs enterré à Paris. Vous voyez ici une photographie de sa tombe. Donc lieutenant-colonel Alfred Dreyfus, officier de la Légion d'honneur, donc mort le 12 juillet 1935. Vous voyez également que sur cette tombe, il y a une inscription à la mémoire d'un membre de la famille d'Alfred Dreyfus, disparu à Auschwitz, donc une famille qui a payé un lourd tribut à l'antisémitisme, et une famille d'ailleurs qui a fait preuve de beaucoup de courage, notamment de résistance, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alfred Dreyfus a fait l'objet d'une tentative de mise à l'honneur avec la volonté d'installer une statue le représentant. On a voulu donc reconnaître si l'erreur, reconnaître son innocence. Et bien figurez-vous que cette statue a été l'objet d'une véritable malédiction parce que là encore aucun bâtiment, aucune institution n'en voulait. Donc à croire que même après sa mort, il est encore poursuivi finalement par une espèce de vindicte. En tout cas, ce qui est important dans cette affaire, donc je pense qu'il est intéressant que vous reteniez, donc on part d'une affaire d'espionnage en septembre 1894, qui au départ ne fait aucun bruit parce que pour tout le monde, on pense avoir trouvé le coupable et il n'y a donc pas de débat. Le débat va se produire à l'intérieur de l'armée, avec notamment les découvertes du colonel Picard. L'affaire éclate véritablement en 1898 avec donc l'article J'accuse d'Émile Zola. C'est là donc que l'opinion se divise très fortement. C'est suite à ça aussi qu'on va se rendre compte que le dossier d'accusation était complètement faux. Des conséquences politiques, on en a puisqu'on va avoir donc la mise en place d'un gouvernement de défense républicaine. Ça n'est pas la seule conséquence. La vie politique en fait sort changée de cette affaire Dreyfus. En effet, l'affaire va profiter aux radicaux. Les radicaux, en effet, ont été en pointe dans le dreyfusisme. Ils ont soutenu Dreyfus. Leur anticléricalisme, d'ailleurs, parce que les radicaux ont un point commun, ils sont anticléricaux, cet anticléricalisme ressort renforcé, puisque l'Église a soutenu le monarchisme, le boulangisme et l'antidreyfusisme. Et ils ont beau jeu, évidemment, de dénoncer une droite antisémite, cléricale, nationaliste, et pas tellement ralliée à la République, tentée notamment par le coup d'État. Les socialistes contribuent à sauver la République, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique du pire, ils vont participer à ce gouvernement de défense républicain, et certains des socialistes se rapprochent même des radicaux. Par exemple, vous avez donc un socialiste au gouvernement, il s'agit de Mitterrand. Et en fait, l'affaire voit aussi l'entrée en politique des intellectuels, donc c'est le terme qui est forgé à l'époque et qui continue aujourd'hui à être utilisé. Donc, une affaire qui marque profondément la France, qui marque profondément la vie politique, mais une affaire qui est surmontée, encore une fois, par la dite République. Nous passons, dès lors, nous changeons de période. Là, nous avons vu comment la République devait surmonter entre 1887 et notamment ici 1899 des crises assez sérieuses. Eh bien, nous allons passer à la dernière étape, c'est la République radicale. Nous allons voir en effet qu'entre 1899 et 1914, la République est dominée par le parti radical. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de République radicale. Et nous allons voir que ces radicaux qui dominent la vie politique vont être confrontés à de très nombreuses difficultés qu'ils vont là aussi réussir, bon, non sans mal, qu'ils vont réussir à surmonter. En attendant évidemment la grande épreuve que sera la Première Guerre mondiale. Mais cette République radicale sera l'objet d'une autre vidéo. C'est pourquoi je vous remercie de votre attention et nous nous retrouverons plus tard.